Bonjour à toutes et à tous et merci pour votre participation à ces webinaires professionnels qu'on propose avec le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse en Seine-Saint-Denis. Nous fêtons cette année, si vous n'êtes pas dans nos 40 ans. Donc voilà, nous avons 2 journées riches avec plus de 80 rencontres qui sont consacrées à l'édition jeunesse. Ces rencontres se poursuivent bien sûr avec le Salon du 27 novembre au 2 décembre à Montreuil. N'hésitez pas à venir nombreux et venir voir notre large festival littéraire et nos 400 exposants. N'oubliez pas non plus de télécharger votre accréditation professionnelle sur slpj.fr qui vous permettra d'accéder à l'événement durant toute sa durée. Donc aujourd'hui, il est 9 heures, nous nous retrouvons pour une présentation sur les coulisses d'une exposition interactive et innovante, celle du musée monstrueux d'Émile et Margot, avec Bayard Jeunesse. Donc je passe la parole à Elisa Renouille. Bonjour, je suis donc Elisa Renouille, je suis éditrice pour Bayard Jeunesse et je m'occupe aussi du développement de tout un tas de projets inédits autour de nos héros, comme cette exposition dont on va parler aujourd'hui. Et c'est moi qui vais animer donc cette rencontre. Je vais vous présenter mes camarades. Donc on va commencer par Anne Didier et Olivier Muller qui sont les scénaristes, entre autres, de cette série Émile et Margot. Est-ce que vous pouvez peut-être faire dire un petit truc pour que vous apparaissiez à l'écran? Oui, donc bonjour, c'est Anne. Voilà. Qu'est-ce que je peux raconter? Que ça fait un bon moment qu'on écrit Émile et Margot, presque 15 ans maintenant. Super. Ensuite, Émile et Margot est scénarisé par Olivier Deloy. Pareil, est-ce que tu peux faire un petit coucou, Olivier? Alors, je peux, mais je scénarise pas, je dessine. Oui, oui. Mais Ah pardon, excuse-moi, alors en j'ai fonction raté si ma c'est petite ligne. d'Olivier l'autre ou de moi, ouais. Et puis, donc toi, Olivier Deloy, tu es accompagné de Samuel Stento, qui est plasticien, créateur d'expositions et qui a donc travaillé sur ce projet. Et avant de commencer à évoquer, on va faire un rapide retour en arrière et revenir donc à Olivier Muller et Anne Didier pour que vous puissiez nous raconter un petit peu comment est née l'idée de cette série. Et puis, si vous pouvez peut-être nous la pitcher rapidement pour qu'on puisse se mettre vraiment dans l'univers. Alors, Émile et Margot, je crois que c'est une série qui a commencé en 2007 et qui paraît dans un magazine qui s'appelle Mes premiers j'aime lire. Voilà, avec Anne, on avait déjà commencé à scénariser une autre bande dessinée, c'est Anatole Latuile, et on avait envie de créer une BD avec une grande place, une grande part qui soit donnée à l'imaginaire. Euh, d'où Émile et Margot. Oui, alors Émile et Margot, c'est l'histoire d'un petit garçon et d'une petite fille qui sont un prince et une princesse qui habitent dans un château. Et donc, on a pas mal de principes du conte dans cette série. euh, avec des adultes au château qui, comme dans le conte, vont représenter les bons parents, la reine et le roi, mais aussi le côté moins bon des parents, avec des adultes assez normatifs comme Monsieur peut mieux faire, Mademoiselle Nickel-Chrome, qui sont très exigeants avec les enfants. Et donc, le principe, c'est que les enfants ont un refuge qui est la forêt où se trouvent les monstres. Et les monstres, contrairement à ce qu'on croit sur les monstres en général, sont des adjuvants et des compagnons vraiment aidants pour les enfants. Ouais, c'est vrai, c'est des monstres qui sont pas là pour faire peur, mais des monstres qui font rigoler. Euh, voilà, donc là, on a les différents personnages sur le rabat des albums. Donc les deux héros, Émile et Margot, qui ont à peu près 8-9 ans. Euh, alors, un petit détail que j'ai pas donné dans la présentation, c'est que Anne et moi, nous sommes frères et sœurs. Donc, voilà, comme Émile et Margot. Euh, donc, Anne a présenté les opposants, on va dire les opposants, enfin, les personnes qui leur mettent un peu de bâton dans les roues, donc les adultes, et puis les adjuvants qui leur permettent de laisser libre cours à ben, tout ce qu'ils ont envie de faire. Alors, ils ont
ils aiment bien, ils aiment beaucoup jouer, ils aiment beaucoup, ils peuvent planer dans les airs, ils ont plein de possibilités. Par exemple, ils peuvent monter sur le dos du cerf-volant et s'envoler. Voilà. Euh, il y a les monstres sont plus ou moins petits, plus ou moins gros, et ils leur permettent de faire plein de choses. Alors là, vous voyez quelques visuels, dont un du château. Il s'agit du château d'Herbévillers. Et alors, avec Olivier, quand on a créé cette bande dessinée, on ne savait pas du tout au départ qu'on y mettait des petits éléments autobiographiques. Et je crois que c'est un petit peu à chaque fois comme ça. Quand on écrit une histoire, au début, on ne sait pas trop ce qu'on fait. Et puis après, quand on y réfléchit, on voit que même une fiction, c'est quand même pas mal de souvenirs autobiographiques qui ont été déguisés, qui ont été habillés ou qui sont même un petit peu en rébus. Et bon, il se trouve que nos grands-parents avaient sur leur terre agricole un château en ruine. Alors là, on le voit tout entier, mais il a subi pas mal de dégâts pendant les deux guerres. Et, euh, et donc, on a beaucoup joué dans un château du 15e siècle en ruine quand on était petit. Et le château, évidemment, on l'a retrouvé dans Émile et Margot. Et je dirais que, ben oui, le fait que ce soit un frère, une sœur, qui est des adultes qui peuvent nous faire penser à certains adultes aussi qu'on a rencontrés, et des monstres. Les monstres, je pense que, et la forêt en particulier, c'était vraiment pour nous l'imaginaire et un peu les pulsions, qui étaient quand même assez interdites par les adultes quand on était petit. Super, merci beaucoup. Est-ce que vous avez... J'enchaîne, ça vous va? Donc Émile et Margot, c'est une série qui est, donc comme vous l'avez raconté, pensée à partir de votre enfance à vous. Et c'est aussi un bon exemple de la manière dont on travaille, nous, chez Bayard Jeunesse, autour de nos héros, avec toujours les enfants en tête et sur des supports très variés. Donc c'est une série qui est née dans la presse. Voilà, elle est publiée dans Mes Premiers J'aime lire mensuellement. Elle est publiée dans d'autres magazines du groupe. Elle vit également en édition, en bande dessinée d'abord. Donc on en est au 14e tome dans notre collection BD Kids. Et puis elle vit aussi en roman, elle vit en audio, elle vit en jeu avec ce jeu de cette famille. Et puis eh bien, aujourd'hui, elle va vivre donc en exposition. Et vous allez le voir, c'est une exposition pas comme les autres, puisqu'elle est là aussi imaginée, pensée et conçue 100% pour les enfants. Et donc, on va se permettre là aussi un petit retour en arrière et revenir aux prémices du projet. Aurélie, je pense que tu peux passer la slide suivante. Olivier Deloy, donc c'est par toi que nous est venue cette proposition de monter cette exposition avec Samuel. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu d'où vient cette idée à l'origine? Oui, bien sûr. En fait, Samuel est un copain avec qui j'avais déjà travaillé sur une autre exposition sur mon travail annexe à Émile et Margot, parce que je dessine aussi d'autres choses en parallèle. Et c'est vrai qu'on passe pas mal de temps ensemble. Et en fait, Samuel, qui est là, donc c'est son boulot. Il s'est créé ce travail-là. En fait, il crée des expositions interactives à partir d'univers différents. Donc, généralement, il travaille sur ses univers à lui plutôt. Et là, en fait, en discutant, je sais plus vraiment, je t'avoue, d'où est venue l'idée, mais je sais pas, on a discuté de ça, on s'est dit que ce serait vraiment super de faire une expo sur Émile et Margot, de s'amuser à ça. Et au départ, quand Samuel m'avait contacté, il connaissait pas la série Émile et Margot, il m'avait vraiment contacté pour d'autres choses. Il a découvert la série, en fait, par le biais de ses deux enfants, Victor et Noé. Et voilà, donc l'idée est née. Ensuite, on a commencé un peu à travailler ensemble, à y réfléchir avant de le présenter à Bayard, parce que c'était un pari assez important pour nous. Et voilà, je sais pas trop si tu as... Oui, c'est exactement ça, ouais, tout à fait. Voilà. Je me souviens même du moment où tu m'as dit, ah, mais on pourrait peut-être faire une exposition avec Émile et Ah, Margot. donc ça vient de moi alors, je m'en rappelle pas. C'était quand on démontait l'autre expo, Ah et oui. tu t'es dit, mais attends, on va peut-être le faire. Ouais.
Ouais, ouais. Ouais, Et en absolument. fait, Samuel a un univers, Très, très proche. ouais, on a vraiment des références très proches, communes Ouais. d'illustrateurs comme, Les Chapelets ou comme, des illustrateurs comme ça, beaucoup dans la matière et tout. Moi, c'est des choses que j'ai moins développées dans mon travail, Samuel beaucoup plus. Mais c'est vrai que, ouais, c'était assez naturel pour nous on est assez complémentaires là-dessus. Et aussi bien au niveau esthétique qu'au niveau scénaristique, c'est extrêmement proche. Mmh. Nos univers sont extrêmement, extrêmement proches. Et il y a les mêmes jeux de mots, il y a le même. Les Ouais. monstres, j'ai quasiment pas fait. J'aurais presque pu les faire moi-même, Mmh. en vérité. Oui. C'est vrai, hein, c'est Ouais, ouais, carrément. quasiment la même esthétique, quoi. Sachant que là, pour le coup, au niveau scénaristique et au niveau des jeux de mots et tout ça, ça vient d'Anne et Olivier, Mais c'est pas du tout justement, moi, mais il y a vraiment effectivement, Anne et Olivier et Samuel se sont rencontrés dans un second temps, ouais. mais ça a très bien matché aussi. Il y a vraiment une espèce de cohérence à travailler avec eux. Enfin, tous les 4, ouais, ça marche bien. Et même dans mes illustrations passées, dans mes expositions passées, il y avait des choses totalement Oui, similaires. c'est vrai. Le principe de la brosse à dents, je l'avais Ouais, déjà dessiné. ouais, c'est vrai. Les animaux musicaux, j'avais fait une exposition entière. Ma première exposition, justement, qui a été faite avec la ville de Bordeaux, c'était sur les animaux musicaux. Mmh. Et il y en a dans Émile et Margot. Ouais. C'est même assez, je dois avouer, c'est assez surprenant. Mmh. Au fur et à mesure que je le découvrais, parce que pendant un an, mes enfants ne voulaient lire plus que Émile et Margot. Donc tous les soirs, je lisais du Émile et Margot. Et du coup, je décroumais, je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Et il y avait vraiment je pense qu'on est à la même, on est à la même source. Mmh. Et du coup, de suite, tu t'es dit: «OK, banco, allons sur cette expo» et tu as de suite eu, les idées un peu de quelle forme ça pouvait prendre? La question s'adresse à moi? Pardon, comme on est tous les 2. À vous 2, j'étais plutôt vers Samuel, mais vos 2 opinions m'intéressent. Pareil, en fait, c'est un flux, ça a été extrêmement, extrêmement fluide. Moi, jusqu'à présent, j'avais pas l'habitude de travailler véritablement. Je gérais tout, quoi. J'avais l'habitude de tout gérer. Et là, en fait, très naturellement, ça s'est fait très, très naturellement. C'est-à-dire que le premier qui m'est venu, moi, c'était l'Épouvanteur. Parce qu'esthétiquement, j'adorais la couverture, mais après, tout s'est fait par rebond naturel, par adaptation au fur et à mesure, quoi. Elle a été vraiment C'est celui qui évolutive. les trouve. Ouais, on vous le montrera tout à l'heure, comme Ouais. pendant la visite. Et après sur le fonctionnement, Samuel, en fait, avait déjà beaucoup testé des sculptures interactives, donc lui, il savait ce qui fonctionnait ou pas. Et c'est vrai que dans la Exactement. première discussion, il m'a dit: «Bon, bah, ça marche bien, ça marche moins bien, ça marche bien». Moi, j'ai pu raccorder ça à certains monstres où tout de suite, je me suis dit: «Bah, ça pourrait être un principe interactif», par exemple, une balançoire ou des choses comme ça, qui peuvent fonctionner avec tel ou tel monstre. On a commencé à travailler comme ça. On a commencé à avoir des idées de sculpture, tous les 2. Et après, on en a parlé à Anne et Olivier qui, eux, ont amené derrière du texte, ont amené des idées, marrantes, ont amené de la scénarisation, quoi. Ont amené de la cohérence globale et c'est comme ça qu'on a fonctionné, ouais. Le coupe-coupe, c'est eux, je pense. La balançoire qu'on voit là dans le slide. Mmh. Moi, j'avais déjà fait une balançoire, mais avec d'autres principes. Et justement, on se dit, ah tiens, la balançoire, ça marche extrêmement bien. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre qui serait cohérent avec l'univers? Et si je me souviens bien, Mmh. c'est eux qui ont eu l'idée du coupe-coupe. Ouais, ouais. Et c'est vrai que c'est hyper pertinent. Et c'est là où, en fait, on se rend compte, on ne sait plus trop qui a fait quoi, parce que Ouais, ça a vraiment marché de manière fluide, quoi. c'est un très bon signe d'ailleurs. Ouais, Ça, qu'on carrément. sache plus. Ouais. Mmh. Oui, parce qu'on n'a pas tout à fait, contextualisé, mais du coup, l'exposition, c'est une manière de donner vie à tous ces monstres dont on parlait, Anne et Olivier, dans des sculptures, des structures, souvent très grandes et en tout cas toutes, interactives, manipulables par les enfants, et qui les font rentrer, en fait, dans le monde d'Émile et Margot. Samuel, toi, tu travailles dans un atelier partagé et tu travailles à partir de matériaux recyclés. Tu as vraiment toute une sorte d'éthique et de fonctionnement, spécifique. Est-ce que tu peux nous en dire plus un petit temps, s'il te plaît? C'est extrêmement important ça. Et c'est deux choses. Le plus important, c'est que les sculptures aient de l'âme. Vraiment, c'est-à-dire presque au sens propre. C'est-à-dire que des fois, je fais presque, je laisse les coups de pinceau ou je laisse il faut qu'on sente la matière, il faut qu'on sente que c'est fait par un humain. Et de la même façon pour les matériaux. Donc les matériaux, moi je suis à la chiffonnerie, c'est un tiers-lieu à Bordeaux, à rue Renette à Bordeaux. Et à l'intérieur de la chiffonnerie, il y a une ressourcerie qui s'appelle Maison Système et qui récupère des objets c'est un architecte qui l'a conçu. Et quand il fait des démolitions quand il démolit les bâtiments, il récupère des matériaux qu'il revend de seconde main. Et donc j'utilise beaucoup de ces matériaux-là. Euh, des fois, c'est un peu plus long, le processus est un peu plus long, mais encore une fois, ça a vécu, ça a du sens, quoi.
qu'on sente qu'il y ait de l'âme, tout simplement. Et c'est vrai qu'il y a aussi une cohérence, que c'est quelque chose qui nous... Émile et Margot, je pense qu'il y a la littérature jeunesse d'une manière générale, il y a une petite levée de bouclier face au tout Internet, à tout interactif et tout ça. Et nous, c'est important aussi pour nous en fait, qu'on sente ça, quoi. Qu'on sente qu'il y a vraiment de la matière derrière, Ouais. qui a du vécu et qui a du tangible. C'est vraiment... et c'est ce qui, moi, m'avait beaucoup intéressé dans l'univers de Samuel, justement, c'est que ces sculptures, elles sont abîmées, elles sont arrachées, elles sont patinées, on sent qu'elles ont vécu et qu'elles vivent encore. Et en fait, c'est un truc qui nous semble vraiment cohérent par rapport à ce qu'on veut mettre en place, quoi. Le concept de départ que j'avais développé, moi, tout au long de mes expositions précédentes, c'est de l'art qui se prend dans les bras. C'est-à-dire justement, d'ordinaire, joli. dans les expositions, il y a la phrase toute faite pour les enfants qui on ne touche pas avec les yeux. Et bien en fait, c'est inadmissible. C'est-à-dire qu'on doit permettre aux enfants et aux adultes de pouvoir tester la matérialité d'une sculpture. Que ce ne soit pas seulement une expérience intellectuelle ou visuelle. Et c'est ça qu'on a fait dans cette exposition. C'est pour ça qu'il y a des balançoires, qu'il y a des marionnettes. Là, je ne l'ai pas encore installée parce qu'elle est évolutive, mais bientôt, il y aura une machine à bulles sur un. Voilà, ça va vers ça de plus en plus, quoi. En fait, c'est du théâtre, quoi. Ça devient du théâtre. Pour rentrer un peu vraiment dans le détail de votre processus, j'aurais bien aimé qu'on choisisse l'exemple d'une structure en particulier, qui est celle de l'épouvantor, qui est un monstre visuellement particulièrement effrayant. Et voilà, rentrer un peu plus voilà, dans le détail de pourquoi vous avez choisi cette structure-là, comment toi, Samuel, tu as imaginé ce qui était possible d'en faire, voilà, comment tout ça se lance. Et dans les précédentes expos, j'avais remarqué que le principe des marionnettes géantes fonctionne extrêmement bien. Et justement, il faut que le système soit le plus simple possible, déjà pour qu'il soit robuste, parce que ça va être visité par beaucoup d'enfants. Mais surtout, il y a beaucoup plus de magie quand le mécanisme est vraiment archaïque, en fait, qu'il n'y a pas du tout de modernité dedans. Et ce personnage-là, là, après, moi, ça fonctionne beaucoup à l'instinct aussi, hein. C'est-à-dire que celui-là, il me plaisait, tout simplement. Et je trouvais intéressant, vous le verrez tout à l'heure, dans très peu de temps, là, on va faire la visite de l'expo. Ça m'intéressait de tester des nouveaux matériaux. Et là, j'avais fait un truc avec de la toile de jute, ce qui était cohérent avec cette espèce de fantôme au final. Et ça nous a permis de tester de nouveaux matériaux, quoi. Et voilà, et après, toi, Ouais. je sais pas si tu as des trucs à dire sur le sujet. Bah là, non, en fait, c'est vrai que pour le coup, Samuel, je me rappelle qu'il avait vraiment aimé cette sculpture et qu'il s'est lancé bille en tête. Enfin, comme ça, c'était naturel que tu la fasses. Mm. Et non, ce que je peux dire, c'est que je me souviens de l'émotion quand je suis allé dans son atelier, il m'a dit, tiens, bah vas-y, viens faire un tour. Et je suis arrivé, il y avait l'épouvantor, donc cette première sculpture qui était collée au mur de son atelier. C'était incroyable de voir prendre vie un des personnages qu'on a créé ensemble avec Anne et Olivier. C'était vraiment, vraiment génial, quoi. Donc, c'était très émouvant pour moi. En vrai, c'est de l'animisme, hein. Au sens propre ou figuré, je sais pas, mais moi, je me réfère beaucoup à ça, au temps où l'art avait un sens à l'intérieur de la société réellement, presque un sens rituel. Et ça m'intéresse, ça, justement. Bah, vous le verrez tout à l'heure, que ça bouge, quoi. Ouais. Et que ça fasse des émotions. Mm. C'est très, très important. Anne et Olivier, vous, vos premières réactions, comme ça, à avoir vu ces structures peu à peu prendre forme, qu'est-ce qu'elle a été? Un petit peu comme l'autre Olivier, vraiment une émotion. Parce que c'est vrai que ce qui se dégage de ces sculptures, c'est, comme l'a dit Samuel, c'est du vivant, de l'âme. Et alors vraiment, je trouve que le fait aussi d'avoir utilisé de la filasse, des matériaux assez étonnants, puis qu'on n'a pas forcément l'habitude de toucher comme ça tous les jours, ben c'est vrai que ça éveille plein de choses, des sensations. Euh, voilà, donc moi j'ai vraiment été épaté quand je suis allé dans ce tiers-lieu, et que j'ai fait la rencontre du Pimpon-Pain, de l'Épouvantor, du De quoi je me mêle. Ouais, c'est vrai que c'était une grande journée. Déjà, le lieu de la chiffonnerie est incroyable. Et puis, c'est vrai que ce que disait Samuel, c'est que nos univers se rejoignent vraiment. Et pour moi, c'était ça le plus étonnant.
Le fait que, oui, ça m'étonne pas que Samuel ait inventé des instruments monstres avant qu'on les fait, parce que il y a quand même quelque chose qui rejoint vraiment notre univers dans l'univers dans la tête de Samuel. Et je dirais que pour moi, les sculptures qu'il a faites étaient évidentes. Il y avait quelque chose de l'évidence, comme ça, de la rencontre. Et ça, c'est magique. C'est vraiment des moments magiques de l'existence, quand on a l'impression qu'il y a des connexions comme ça qui se font entre des gens, des projets. Voilà. Donc, À c'est mon avis, un pour grand moment. vérifier, pardon, excuse-moi. Je voulais juste ponctuer sur un truc, ce que tu disais que je l'avais fait avant. À mon avis, si on vérifiait, on se rendrait compte qu'on l'a fait en même temps. Ah, Parce que Voilà. c'est encore mieux. C'était dans l'air, hein, c'est ça. l'expo, tu vois, et pas l'expo, pardon, que la série existe. Ouais. Un jour, je vérifierai. D'accord. On vérifiera les dates. Ouais. Je voulais revenir aussi un petit peu, mais tu as déjà évoqué le sujet, Samuel, sur l'interactivité. Pour nous, c'est vraiment un des points, vraiment très originaux de cette exposition, c'est que chaque sculpture est conçue pour être, manipulée et de plein de manières différentes et ton travail, c'est aussi d'inventer à chaque fois des nouvelles manières, de donner accès à ces monstres et à ces structures. Est-ce que tu pourrais juste nous détailler un petit peu quelle forme ça prend dans l'exposition et nous en reparler un petit peu? Tu veux qu'on le fasse en même temps qu'on visite? Oui, on peut faire ça, Vas-y. carrément. Comme ça, là, vous l'avez en concret, hein. Tu peux prendre la caméra? Hop. On doit juste déplacer la caméra en même temps, donc on prend un tout petit peu de temps. Et ça Alors va. juste en attendant, du coup, je vais peut-être introduire. Donc l'exposition, elle a eu lieu déjà à plusieurs endroits, mais celle qu'on va vous présenter, elle est à la médiathèque d'Artigues en ce moment. Donc c'est l'exposition en partie. Et donc c'est une visite exclusive et live faite par Samuel, donc le créateur, une sorte de visite privée. Alors pour l'instant, la caméra secoue un petit peu, mais je pense qu'on va finir par se stabiliser. C'est le temps d'ajuster. C'est juste Donc pour là, ajuster, ouais. là, vous avez la monstresse d'école. Super. Donc, qui présente, elle servira un petit peu à tout. C'est-à-dire que là, pour l'occasion, eh ben, on a installé des petits repose-livres pour présenter les livres de la série. Mais on peut également y mettre les dessins que vont réaliser les enfants. Et regardez, si on passe derrière, parce qu'elle est recto verso, hop, si on passe derrière, pour l'occasion, on a mis des pages de la bande dessinée. Un épisode. L'épisode, justement, des mauvaises herbes, que j'aime beaucoup et que je vais vous montrer maintenant. Et voilà. Ça va être dur à suivre. À l'entrée, hop, Je dirais. Hop. c'est bon. Tac. Voilà, tu peux Parfait. t'approcher un peu. Donc là, on a bien sûr le titre du monstrueux musée. Hop, tu cadres un petit peu plus comme ça. Elle ne voit pas en même temps. Voilà, toc, c'est parfait. Et là, c'est une technique que j'avais testée il y a longtemps. C'est justement de la découpe sur métal pour les petits personnages, pour les petits végétaux. Et là, justement, c'est une manière très simple de leur donner vie. C'est-à-dire qu'ils tremblent toujours un petit peu. Et les enfants vont pouvoir les toucher très aisément. Tu peux peut-être te rapprocher. Vas-y, tu peux te rapprocher. Ouais. Ouais, c'est ce dont on parlait, où c'est beaucoup du travail dans la matière, comme les chapelets ou comme des illustrateurs comme ça. Et ça leur donne vraiment vie, quoi, en volume. Ouais. Et avec, à chaque fois, avec chaque sculpture, il y a un petit texte, un petit dessin réalisé spécialement par Olivier et un texte réalisé par les scénaristes qui présente le personnage. On veut qu'il y ait plusieurs entrées, qu'il y ait à la fois de la lecture, qu'il y ait à la fois de la sculpture, etc. Alors là, comme c'est dans une médiathèque, les sculptures ne sont pas au même endroit. Il faut se déplacer un petit peu entre chaque sculpture. Là, vous en avez une très grande, là. Ce qui est intéressant, justement, en médiathèque, c'est que ce soit à l'intérieur des rayonnages. Ça, c'est hyper important pour moi. Tu peux te décaler un petit peu. Tiens, attends, hop, voilà. Tiens. Regardez, je vous le montre. Là, voilà. Et donc, que ce soit vraiment pas dans une salle, justement, froide d'exposition, que ce soit vraiment au milieu des bouquins, quoi. Donc là, on a le pain avec des miroirs déformants. Donc, vous les voyez, hein. Et dans celui-là, il va y avoir des machines à bulles. Donc là, je me souviens de l'idée de cette sculpture-là. En fait, on avait vraiment la référence d'Alice au Pays des Merveilles avec Passer le miroir, etc.
Et on s'était dit que ça pouvait être une sculpture intéressante pour rentrer dans l'univers d'Émile et Margot. Donc là, elle n'est pas présentée comme ça vraiment en entrée d'exposition, mais on peut la mettre comme c'est modulable. On peut de temps en temps la mettre, on peut rajouter des miroirs, on peut, voilà. Et ça marche très bien. Souvent, les enfants et les parents également se prennent en photo devant, s'amusent devant les miroirs déformants. Ça marche très très bien. Ça leur fait passer du côté des monstres. Ouais, ça les fait passer du côté des Au monstres. travers des c'est ça. miroirs, exactement. Et regardez, si on fait le tour, tiens-le bien par là, comme ça, tu pourras guider la vision. Hop. Je Ici, t'attendais pas à faire ça. ici, on a au verso des sculptures, il y a toujours des dessins, il y a toujours des histoires. Donc là, par exemple, on a fait plein de principes. Donc du coup, l'épisode qui correspond au Pimpon, mais il y a également des petits jeux issus d'un livre qui avait été d'Émile Margot qui avait été conçu justement autour des jeux. Donc on a plein de choses comme ça. On va passer à un autre. Ici, je mets de là. Je vais rapprocher un peu, ouais. La balançoire dont on avait parlé. Hein? Pas prévu, mais Ça ça marche. Donc là, il y a vraiment de la filasse. Les enfants, justement, peuvent le toucher. C'est vraiment Je c'est peux très t'approcher ma texturé. tête pour voir. Vas-y, approche-toi, ouais, super. Attends, comme ça. Ouais, vous êtes un peu à contre-jour parce que la, la médiathèque est très, Ouais. très lumineuse. Et c'est vrai que Samuel utilise vraiment plein de matériaux, donc il y a les vis apparentes, et ça, les enfants adorent, les enfants adorent comprendre comment c'est construit en Ouais. fait. Il y a vraiment un truc où on sent comment ça a été fabriqué. C'est extrêmement intéressant. Le but, c'est vraiment de démocratiser l'art et de faciliter le passage à l'acte. C'est-à-dire que les enfants comprennent comment on peut faire, le faire pour de vrai, quoi. Un de mes buts, c'est vraiment que les gens passent du statut de spectateur à acteur. C'est extrêmement important. Celui-là, mais vous voyez, on est encore en montage, donc il faut encore que je refasse un peu de peinture ici et là. Celui-là a été réalisé expressément par Olivier pour l'occasion, le dessin. C'est un... Ça fait un petit monstre. En fait, on peut changer, chacun peut créer son propre monstre. Voilà. De sa manière. Donc, et au verso, il y a tous les monstres. je peux passer. Et celui-là, justement, il a été fait avec une tête de lit, la structure, qui m'est arrivé le jour où j'avais prévu de le faire. Il y a un gars qui m'a apporté une tête de lit. Je dis, ah, mais non, mais c'est ça qu'il faut. Et l'idée, dans la construction de cette sculpture-là, l'idée aussi, c'est les enfants peuvent jouer à deux, par exemple. Il peut y en avoir un d'un côté qui dit, ah bah tiens, essaie de faire ce monstre-là. Il a en haut à gauche, il a une oreille et un œil. Il a une corne au milieu. Il a un gros nez. Ou alors il n'a pas de nez, il a un œil. Et il peut y avoir un deuxième enfant qui est de l'autre côté, qui essaie de reconstituer le monstre. Ou alors il peut y avoir un jeu aussi où il essaie de... Enfin, voilà, en gros, c'est vraiment une espèce de petit multi-monstre melting pot où chacun peut créer son propre petit monstre, quoi. Ah, Samuel est déjà parti. Allons-y. Je déroulais ça. Ouais. Hop. Et celui-là, c'est l'épouvanteur, justement. On revient à la source au début. Et, alors là, il faut que j'ajuste encore un petit truc. J'avais fait un autre système où on actionnait les bras indépendamment. Et là, justement, pour cette expo, on le fait évoluer. Et ça évoluera entièrement. Vous voyez, donc du coup, avec des systèmes vraiment très simples. Donc on a. Mais là, ce que je dis, si tu peux te rapprocher, on retrouve la filasse dans les sourcils. Là, les vis, elles sont apparentes. Et la texture, c'est de la toile de jute. Vraiment. Ouais, et là, pareil, les fils dépassent. Ouais. Et ça, c'est de la bois, quoi. C'est du vrai bois. Pas du bois d'imprimeur. Et donc là, justement, la bande dessinée correspondante. Et encore une fois, des jeux de partout. On avait commencé avec les cloches, on finit avec les cloches, c'est parfait. Ouais. Et voilà, ouais. Et l'idée, en fait, c'est que sur chaque sculpture, il y a la sculpture elle-même et ensuite, il y a derrière l'histoire qui présente le monstre en question. On a fait une sélection des histoires avec Anne et Olivier. Et donc, il peut y avoir des temps de lecture également. C'est pas juste une expo où on va s'amuser. Il peut y avoir aussi En fait, elle avait été présentée une première fois. On s'était rendu compte de ça à la Philharmonie, là, à la Villette.
on s'est rendu compte qu'il y avait des parents qui, eux, avaient besoin de se poser avec les enfants et de lire. Ils venaient aussi pour ça. Donc, en fait, l'expo permet les deux. Elle permet de passer très vite si on a envie de jouer, etc. Mais elle permet aussi, avec les enfants qui aiment vraiment lire, de se poser avec eux, de les laisser devant. Et voilà, elle peut avoir des temps de visite différents. Et oui, très important, là, l'expo n'est pas complète. Aussi, ouais. C'est-à-dire qu'elle est présentée selon la taille des lieux, on met plus ou moins de sculptures. Et donc, ah oui, mais oui, dis donc. Voilà Mais- Fabien bah, qui est voilà. le directeur de Et, la médiathèque où Oui, c'est oui, présenté. il a essayé de. Donc, si, c'est Bonjour. extrêmement important. En fait, Fabien, on se suit depuis 20 ans quasiment. Ouais, Facile, hein. Et je pense qu'on a fait 4 ou 5 expositions, même peut-être plus que ça ensemble. Et ça, c'est extrêmement important justement d'avoir la constance, quoi. C'est-à-dire de travailler sur le long terme avec des gens, quoi. Pour expérimenter ensemble. Bah, Et exactement. ça, c'est super. Ben ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je suis très content. Voilà, Et, je dirais. et je trouve que la première en médiathèque soit ici, ça a beaucoup de sens pour moi. La médiathèque d'Artic près Bordeaux. Exactement. Sinon, mes élus vont pas être contents que je l'ai pas dit. Oui, c'est vrai. Médiathèque d'Artic près Bordeaux. Exactement. On va prendre le micro. Et je poursuis sur un truc. Tiens, on peut peut-être se mettre là pour avoir une image dans nos compatriotes. Est-ce que c'est bon concernant le temps? Oui, j'ai encore quelques minutes avant de reprendre le micro, donc je t'en prie, vas-y. Et je On ponctue. peut être bavard tous les deux. Mais oui, c'est ça, je ponctue juste sur un truc. Donc, du coup, il y a beaucoup d'autres sculptures dans l'exposition. Et justement, celles qu'on a fait après la Philharmonie se sont centrées vraiment sur la bande dessinée en elle-même, sur la série. Donc, on a fait des grands tirages interactifs, on peut rentrer à l'intérieur des épisodes et tout. Et c'était extrêmement important que ce ne soit pas strictement des sculptures, que ce soit vraiment au service de la série, quoi, et de la lecture de la série. Vas-y, parle Samuel, je tiens. Ouais, c'est bon, c'est bon. Ah, Ok. on repose bah oui, c'est bien. On repose le pied, donc ça va trembler un tout petit peu. Ouais. Hop là. Super. Et au total, donc, il y a 14 structures, c'est ça? 14 sculptures, ouais. Il y a une Ok. table d'atelier, il y a le De quoi je me mêle en gigantesque. La lumière, hein. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas la sculpture de quoi je me mêle, qui est un des personnages phares de la série, qui est tout petit normalement. Et là, Samuel en a fait une version. Je me souviens de ça, il m'a appelé un soir et il me dit oh, j'ai une idée, on va faire un de quoi je me mêle géant de 4 mètres de haut. Et ça me semblait complètement infaisable, mais non, il a vraiment fait. Ouais. Ah ouais. Donc il y a le tout petit personnage, ce petit personnage vert, qui fait 4 mètres de haut. Et je l'ai vu présenter à Pau la semaine dernière, où il y a 10 jours, là, vraiment complètement grand. C'est très, très impressionnant. C'est vraiment super. Et il faut Oui, noter je aussi- reconnais la sensation d'entendre Samuel pitcher des trucs et de se dire ça n'arrivera jamais. Et en fait, le truc existe à la fin. Je vois très bien. Et Je vais peut-être prendre le relais sur Pau, justement. marche. Mais ça impliquerait peut-être, je crois que sur la slide, il y a quelques petits visuels. Parce que donc l'exposition, donc on avait fait un lancement, donc vous l'avez évoqué, à la Philharmonie des enfants en juin 24, de à peu près la moitié de l'exposition, des premières structures. L'exposition a évolué depuis, et donc là, tout le travail que vous venez de raconter, c'est terminé, en tout cas plus ou moins, car si j'ai bien compris avec Samuel, rien n'est jamais tout à fait terminé. Et donc, il y a eu une première vraie expérience de ce musée monstrueux à Pau. Est-ce qu'Aurélie, tu pourrais remettre la présentation pour qu'on voit un petit peu les images? Parce que c'est intéressant de voir l'énorme différence, en tout cas la modularité de cette exposition, qui peut exister dans des endroits comme des médiathèques dédiées aux livres, avec des plus petits endroits. Et à Pau, c'était dans un centre commercial, le centre commercial Leclerc Tempo, donc avec beaucoup plus d'espace, avec aussi une circulation différente, avec des enfants qui sont peut-être moins évidemment lecteurs que dans une médiathèque ou dans une librairie. Et donc, voilà, pour nous, c'est aussi l'occasion de présenter cette exposition. Ah ben voilà, super, merci beaucoup. De présenter cette exposition aussi dans des lieux qui sont bien très peu atteints et travaillés par les maisons d'édition. Donc voilà, donc cette exposition a eu lieu là sur un créneau de 2 semaines au moment d'Halloween, donc en octobre. Elle a été aussi appuyée par le travail du libraire. Olivier, toi, tu as été dédicacé, c'est ça? Je crois que tout s'est vraiment super bien passé. Ouais, et justement, oui, je rebondis là-dessus, parce que tu disais que c'était important aussi d'essayer de toucher des lieux un peu différents. Et effectivement, il y a eu l'expo qui a été présentée dans un centre commercial, c'était la première fois. Et en fait, je l'ai constaté en dédicace. La dédicace a très bien marché, mais surtout, j'ai eu beaucoup de lecteurs
enfin, beaucoup d'enfants qui sont venus faire la dédicace qui ne sont pas des enfants lecteurs. C'était vraiment un public différent et c'était absolument génial justement de se dire, OK, on arrive à amener du livre un petit peu avec ce public-là que d'habitude, on n'arrive pas trop à toucher, quoi. Et il y a vraiment enfin, c'était super, quoi. Ouais, c'est C'était bien. vraiment, et même Samuel me disait parce qu'il a fait de l'animation aussi avec Emma, qui nous aidait tout à l'heure pour la technique. Et en fait, c'est vraiment un public complètement différent. De gens qui ne vont jamais en bibliothèque, qui ne vont jamais en librairie, qui lisent très peu. Donc, c'est vraiment un point d'entrée vraiment intéressant pour amener un petit peu de culture, toute prétention gardée, hein. On n'a pas non plus un cheval de bataille, une mission derrière, mais en tout cas, c'était super agréable d'avoir un public un peu différent. C'était vraiment super. Oui, toi, Samuel, c'est des endroits, les centres commerciaux, que tu travailles depuis un petit moment avec tes expos, justement. C'est un peu par toi, nous, qu'on est arrivé ici. Depuis 2015, et c'est vraiment, et justement à Pau, c'était mais de la même façon qu'avec Fabien, c'était la première à m'avoir fait confiance à l'époque où je faisais que des expositions en médiathèque. Et je savais même pas que ça existait. C'est vraiment par un hasard d'une rencontre que quelqu'un m'a dit, mais si, il y a des expos en galerie commerçante qui se font. Et c'est extrêmement intéressant d'explorer un nouvel univers, quoi. Et puis ça permettait également de faire grandir mes sculptures, de les faire pour des espaces vraiment, vraiment surdimensionnés, de toucher un autre public. C'était vraiment une aventure, quoi. Et de le relier maintenant, euh, que tout ce travail, parce que c'est depuis 2007 à peu près en médiathèque et depuis 2015 donc en galerie, que tout ce travail se boucle et rejoigne Bayard, je trouve que ça a vachement de sens. C'est le début d'autre chose. C'est ouais, 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 c'est très intéressant. Et vraiment, on a des a priori sur les galeries commerçantes, mais moi j'ai vraiment toujours été extrêmement bien reçu, aussi bien par le public que par les directeurs. C'est vraiment, non, ça vaut le coup d'aller voir là-bas. C'est très intéressant. Et c'est vrai que ton exposition, elle est aussi pensée pour ça, puisqu'en fait, les structures sont très, très grandes et elles peuvent prendre de la place. Souvent, elles ont des tailles qui sont modulables selon comment tu les montes. Elles peuvent être plus ou moins éloignées les unes des autres. Je crois que tu peux aller jusqu'à 300 mètres carrés, voire plus, non, d'occupation. Un peu Ouais, non, moins, plus. En fait, tout dépend plus. comment on les installe. Là, justement, elles sont toutes recto verso parce que souvent en médiathèque d'ailleurs, souvent il n'y a pas de mur d'accrochage. Donc c'est pour ça déjà que j'avais fait un système recto verso et autoporté, comme celle-là. Euh, oui, oui, ça peut remplir ouais, un aéroport, hein. Pas loin. Eh En bien, vrai, voilà ça l'ambition pour la suite. mais je pense que Un aérodrome. Pau, ça doit faire 500 mètres de long, je pense, hein. Ouais, c'est vrai. À peu près, hein. Pas Après, loin. c'est pas tout vide, hein, bien Non, sûr. voilà, c'est C'est des par espaces pôle. avec des endroits où les gens peuvent s'asseoir, etc. Oui, oui, totalement. Mais effectivement, ouais, ça peut. Et comme elle est très modulable, c'est vrai qu'elle Mm. s'adapte à tout, à des petits espaces comme des très grands espaces. Ouais. Et on peut le faire dans des tout petits aussi. Mm. Donc nous aussi, on est en effet chez Bayard Jeunesse très fiers d'avoir travaillé sur cette exposition avec vous. Vraiment pour revenir quand même sur les gros points, on est notamment hyper fiers de son côté très immersif, de son attachement aux enfants, de la manière dont tu travailles écologiquement, de l'originalité artistique, et puis du coup de cette aussi modularité, versatilité commerciale qui en fait vraiment une expérience assez nouvelle pour nous et qui remplit vraiment le positionnement, les engagements de Bayard Jeunesse. Donc on est ravis. Et puis, comme vous le voyez sur cette slide, pardon, elle va continuer de vivre sa vie. Donc elle a été à la Philharmonie des enfants, au Centre commercial Leclerc de Pau. Elle démarre à Artigues. Elle démarre quand là demain, c'est ça? Après-demain? Demain, ouais. Demain. Demain. Super. Tu saurais nous dire jusqu'à quand? Jusqu'à Noël, on est en train de définir la date de fin, mais c'est après Noël, quoi. Super. Et ensuite, on a des nouvelles dates à venir en janvier, Angoulême, Arcachon. Et puis, ensuite, c'est une exposition qui est disponible et prête à se balader partout en France. Donc, si vous êtes intéressé pour l'accueillir, faut surtout pas hésiter à revenir vers nous, vers Bayard Jeunesse, vers Aurélie. Donc, le contact est là. Et puis vers Samuel. Voilà. Je suis ravie qu'on ait pu vous proposer cette petite visite. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose, Samuel, peut-être? Ouais, moi, je tiens à vous remercier, vous. Je trouve que vraiment Bayard Jeunesse a été extrêmement accueillant, extrêmement ouvert d'esprit. Oui, en fait, tout simplement, tout tient dans le remerciement. C'est vraiment, 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 j'ai beaucoup de gratitude à votre endroit. Voilà. Non.
Et je pense qu'on va continuer pas mal de temps. Merci beaucoup. Merci beaucoup aussi Olivier et Anne. Est-ce que vous voulez peut-être dire un dernier mot de conclusion sur tout ce travail? Oui, effectivement, j'avais coupé. Non, je disais que vraiment c'était une super expérience et que voilà, parfois quand il y a une extension de l'univers, une adaptation, on est très surpris et on peut être un peu déçu. Et là, au contraire, c'était vraiment quelque chose qui nous a comblés, je crois. En tout cas, on a trouvé que vraiment cette expo, elle ajoutait plein de choses et elle nous donne des envies aussi de scénarios, etc. Donc voilà, c'est une extension de l'univers qui est vraiment pour nous super intéressante. Ouais. Moi, ce que j'ajouterais, c'est qu'on fait quand même un boulot assez formidable, Anne, je trouve, de C'est vrai. scénariste. C'est que tous les mois, comme on parlait dans un mensuel, les idées qu'on a en tête, en fait, déjà, elles sont mises en image par Olivier Deloy. Donc déjà, pour chaque épisode, nous, on a une histoire comme ça imaginaire dans notre tête qui prend vie. Donc c'est toujours ce moment magique où on le découvre quand on découvre les crayonnés d'Olivier. Et là, ben, c'est l'étape supplémentaire, ça passe en 3D. Donc avec de la matière, avec une âme, comme a dit Samuel. Et oui, c'est assez bluffant. Voilà. Super, eh bien, merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir écoutés. Je ne sais pas s'il y a des questions, mais donc il y avait le contact d'Aurélie si vous en avez. Et puis, donc, on espère vous voir nombreux à la visite aux visites futures de cette exposition dont on espère qu'elle va longtemps et beaucoup tourner. Voilà. Merci beaucoup à tous et puis très bonne journée.